Vous écoutez France Culture. Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, hermétisme et littérature, Thomas Mann. Les auditeurs des Vivants et les Dieux savent certainement que Hermès, qui nous vient tout droit de la mythologie grecque, est un dieu extrêmement ambigu. Hermès qui évidemment correspond à ce que les Romains, eux, appelaient le dieu Mercure. C'est un dieu extrêmement ambigu dans la mesure où, au départ, c'est un dieu trompeur, ce qu'en anthropologie on appelle un trickster, c'est-à-dire quelqu'un qui adore se moquer des hommes. On sait par exemple que c'était le dieu des routes, mais dans la mesure où c'était le dieu des routes, c'était en même temps celui qui se plaisait beaucoup à faire prendre la mauvaise route à ceux qui empruntaient le chemin, que c'était le dieu des voleurs et que c'était le dieu des commerçants. Étant entendu dans la vieille civilisation grecque que l'on considérait, j'en laisse la responsabilité aux Grecs, que l'on considérait que les commerçants étaient tous des voleurs. Mais en même temps, au-delà de cet aspect joueur, au-delà de cet aspect facétieux d'Hermès, au-delà de cet aspect trompeur, on sait qu'il est devenu aussi, particulièrement dans l'Alexandrie hellénistique, Hermès Trismégiste, autrement dit Hermès le trois fois grand, tel qu'on le trouve par exemple dans le corpus hermétique, tel qu'il va être publié justement à Alexandrie, et comment, de ce point de vue-là, il avait été assimilé au dieu Thoth de la mythologie égyptienne. Et d'un certain point de vue, on retrouve là le parcours qui amène d'un Hermès Mercure à ce qu'en alchimie on appelle le Mercurius simplex, le Mercure simple, c'est-à-dire celui qui a découvert la véritable sagesse. Et d'un certain point de vue, on voit bien dans de vieux traités comment justement on passe du Mercure joueur et du Mercure enfant au Mercure sage par une sorte de voyage astral, si l'on peut dire, de la planète Mercure à la planète Saturne, le vieux sage, celui qui est le maître du temps et du temps qui, d'une certaine manière, ne cesse de s'arrêter, et comment on tombe là sur l'idée de ce qu'on pourrait appeler le jeune vieux, et sachant bien entendu que le jeune vieux, c'est exactement ce qu'en chinois on appelait Lao Tse, le grand maître de la sagesse taoïste. Or, cet Hermès, on se rend compte qu'en réalité, au-delà évidemment de la manière dont il est redécouvert à la fin du Moyen-Âge à la Florence, avec l'œuvre de Marcille-Ficin par exemple, cet Hermès, on se rend compte à quel point il a influencé, fût-ce de manière détournée, l'ensemble de la littérature de l'Occident, et nous en avons un cas tout à fait particulier, qui est celui de cet immense écrivain allemand, qui était Thomas Mann, dont on savait déjà qu'il y avait une fascination pour l'Hermès joueur. Il suffit de penser à un roman comme Les Confessions du Chevalier d'Industrie Félix Krull, mais où on découvre aujourd'hui, et particulièrement à travers sa grande tétralogie, il découvre, où il tombe sur la figure de cet Hermès trismégiste, cet Hermès de la sagesse, particulièrement dans un roman, Joseph et ses frères, et où donc nous sommes confrontés à un thème qui est à la fois hermétique, qui est à la fois psychique, profondément psychologique, et nous sommes évidemment du côté de la psychologie des profondeurs, pour ne pas dire de la psychanalyse, et qui est à la fois profondément spirituel. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre, comment Hermès, précisément, a pu irriguer ainsi l'une des montagnes littéraires de notre siècle, en compagnie d'Hélène Vuillet, qui est professeure agrégée d'allemand, docteur d'État, enseignante à l'Université de Paris X Nanterre, et avec Jean-Marie Valentin, professeur de littérature germanique à l'Université Paris IV Sorbonne. Hélène Vuillet, d'ailleurs, qui vient de publier, c'est le texte même de sa thèse, Thomas Mann, Les Métamorphoses d'Hermès, aux presses universitaires de l'Université Paris Sorbonne.
quand il était dans la première partie de sa production littéraire, Thomas Mann a écrit des romans qui étaient des romans très pétris de la problématique de l'intellectuel bourgeois. Et puis en fait, à partir d'une certaine maturité qu'il acquiert autour de 40-50 ans, il fait ce qu'on appelle... il fait ce qu'il appelle lui-même d'ailleurs son passage de la problématique individuelle bourgeoise à la problématique mythologique universelle. Et il y a effectivement quelque chose qui se met à se pétrir dans les romans, quelque chose de cet emprunt à tous les fonds mythologiques qu'il connaît très bien, des fonds très variés, le fond hellénique, le fond babylonien, le fond grec, la mythologie nordique, etc. Et son œuvre se met à se pétrir de tous ces mythes. L'orientation, disons, de la recherche et des études sur Thomas Mann, qui portent sur l'Hermès, sur la double figure de l'Hermès, cette orientation est quand même assez récente. En tout cas, c'est un acquis surtout des études germaniques en France. Effectivement, l'Hermès, dont vous avez parlé, donc, qui est plus connu, peut-être, sous sa forme de joueurs, de voleurs, les métamorphoses naturellement aussi, qui sont des grands motifs de la littérature d'Occident. Tout ça, effectivement, apparaît dans un roman qui est une espèce de Félix Krull, donc une espèce de réécriture du roman picaresque tel qu'on le connaît depuis le XVIe siècle, en Espagne et en Allemagne, naturellement, au XVIIe siècle. Mais alors, par rapport à ce que vous dites, Hélène Vuillet, il y a une réflexion qu'on ne peut pas s'empêcher de faire, c'est-à-dire de se dire, vous nous dites à partir, en gros, quand il arrive vers la cinquantaine ou un petit peu avant, est-ce que d'une certaine manière, ce ne serait pas ce que, par exemple, en psychologie jungienne, on appelle la seconde moitié de la vie, et où il y a une espèce de bascule, si l'on peut dire? Le pivot, c'est en 1933, c'est-à-dire quand il commence à écrire son roman qui s'appelle Joseph et ses frères, où en fait il reprend une partie de la Bible, l'histoire de Joseph, le fils de Jacob. Vous savez, c'est cette histoire de Joseph dont les frères étaient jaloux, que les frères vendent, qui est... Joseph est acheté comme esclave par une grande maison égyptienne. Il est à nouveau enfermé en prison parce qu'il a tenté de séduire ou il n'a pas tenté de séduire la maîtresse du domaine. Et il sort de prison parce qu'il sait interpréter les rêves de Potiphar, les fameux rêves des 7 vaches grasses et des 7 vaches maigres. Et en fait, c'est effectivement le milieu de la vie. Alors effectivement, c'est peut-être ce basculement dont vous parlez et dont Jung parle. Mais à partir de là, c'est très net, c'est-à-dire il y a vraiment un emprunt délibéré à des thématiques qui sont mythologiques, et puis qu'il relie d'ailleurs, et en cela ça peut rejoindre votre question, qu'il relie en fait ce passage de la Bible avec les lunettes de la psychanalyse, qui est complètement contemporaine de la période où il écrit. Il était en lien épistolaire avec Freud, il était en lien épistolaire avec Jung, et il relie tout le parcours de Joseph, ce héros biblique, avec des emprunts à l'inconscient collectif de Jung, à la théorie des rêves de Freud, au complexe d'Oedipe, etc. Et donc, il met effectivement à l'intérieur de ses propres problématiques, puisqu'évidemment, ces romans continuent à tricoter ces problématiques personnelles, il les faufile d'idées empruntées à la psychanalyse freudienne et jungienne. Il y a un problème qui se pose, Jean-Marie Valentin, c'est que, d'une certaine manière, Thomas Mann écrit un roman, je dirais, hors des normes,
Et pourtant, on voit bien à travers la vie de Joseph comme il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la formation, de l'évaluation, et de métamorphose par laquelle on passe. De ce point de vue-là, c'est assez hermétique au sens premier du mot. Mais est-ce que Thomas Mann, d'un certain point de vue, je dirais, ne renouvelle pas le genre de ce qu'on appelait le Bildungsroman? Alors, ce fameux Bildungsroman, n'est-ce pas, dont on considère que Goethe a donné le modèle, c'est-à-dire l'idée d'un homme qui se forme dans toutes ses capacités pour arriver à une certaine harmonie de la personnalité et pour arriver aussi à son intégration sociale. Bon, je simplifie, mais en gros, toutes ces idées-là sont dedans. Donc, ce roman donc on reconnaît les erreurs, on reconnaît tout ça est profitable à la constitution de la personnalité. Alors qu'un roman didactique, disons de type religieux, c'est il agit bien ou il agit mal. Bon, on est dans une dichotomie tout à fait élémentaire. Alors, la question que vous posez, ça rejoint un petit peu celle de tout à l'heure sur le modèle goéthéen. Il est certain que contre Wagner, c'est Goethe. Ça me paraît une certitude totale. C'est Goethe, mais on ne peut pas refaire Goethe. Et ça, Thomas Mann est parfaitement conscient. D'abord parce qu'on n'a pas les mêmes présupposés, on n'a plus l'image de l'homme, et on se trouve dans un contexte historique tellement différent que c'est pas la peine d'essayer de faire du néo-Goethe, ou je ne sais pas quoi, comme on faisait à la fin du XIXe siècle, du néo-gothique, du néo-roman, du néo-baroque. Donc l'idée de se servir, d'utiliser l'ésotérisme est très importante parce que ça permet justement de renouveler une vision de l'homme. Voilà, je dirais un peu, c'est une réécriture, effectivement. Là, je crois qu'il faut le dire, c'est une réécriture du Bildungsroman pour notre temps. Mais alors, par rapport à l'œuvre de Thomas Mann et ce qu'on peut en connaître en France généralement, vous faites ressortir, Hélène Vuillet, qu'il y a une prégnance de la figure d'Hermès. Or, je dirais Hermès, tel que je le voyais d'ailleurs jusqu'à vous lire, c'était plutôt, je dirais, l'Hermès, dieu des routes, dieu des voleurs, dieu des commerçants, des Grecs, et pas du tout le grand Hermès d'Alexandrie. Hermès a de multiples visages et Thomas Mann petit à petit apprend à connaître tous ces visages d'Hermès et ça va devenir un peu la signature de son imaginaire, ce personnage-là, c'est-à-dire qu'il va mettre tous ces aspects d'Hermès dans ses romans. Pour expliquer comment c'est venu chez lui, déjà tout petit en fait, sa mère lui lisait les mythes dans le grand livre familial. Hermès avait marqué l'enfant. Et déjà, tout enfant, il s'amusait à sautiller dans l'appartement familial avec des petites ailes de papier accrochées aux pieds, comme Hermès, le dieu messager et le messager des dieux. Et effectivement, il connaissait cet Hermès de la mythologie hellénique, qui est en fait une figure extrêmement polyvalente. C'est peut-être ça la plus grande caractéristique d'Hermès, c'est que c'est un personnage de changement. Et un personnage mouvant et un personnage insaisissable. C'est, vous l'avez dit, le dieu de la médecine, c'est le messager des dieux, celui qui circule entre le monde des dieux, l'étage des vivants et le souterrain. C'est le dieu des voleurs, c'est le dieu du verbe, car celui qui sait bien parler, sait bien vendre, c'est le dieu des menteurs aussi. C'est le dieu de la fertilité, c'est un dieu fripon, grivois, c'est un dieu extrêmement polymorphe en fait. Et cette espèce de richesse du dieu a fasciné Thomas Mann. Ce qu'on peut dire aussi pour présenter Hermès, c'est qu'il a deux faces. Il a une face radieuse, une face solaire avec des qualités positives, et il a une face sombre. La face solaire, c'est l'Hermès facétieux. La face sombre, c'est l'Hermès qui conduit les âmes en enfer. Et Thomas Mann sentait cette ambivalence en lui, et c'est sans doute la raison pour laquelle ce personnage a été si fascinant pour lui. Et puis je pense que c'est au moment où il écrit La montagne magique qui paraît en 1924, donc avant Joseph, on est dans cette partie qui est avant ce basculement dans le mythique. Et bien quand il écrit La montagne magique, là je pense qu'il prend connaissance de cette figure, de cet autre Hermès, l'Hermès trismégiste, dont la figure vient se mêler à celle de l'Hermès Mercure du panthéon hellénique. Et en fait, donc, présentons Hermès Trismégiste,
C'est très amusant. Quand on cherche alors Hermès Trismégiste, c'est celui à qui l'on attribue la paternité du corpus hermétique. Hermétique venant bien sûr d'Hermès, c'est-à-dire l'ensemble des traités de la tradition alchimique. Et en fait, Thomas Mann prend connaissance de cet autre Hermès, l'Hermès de l'alchimie. Et l'alchimie, on sait ce que c'est, hein, c'est cette tradition légendaire d'improbables chimistes qui essayaient de découvrir la recette qui permettrait de transformer n'importe quel métal vulgaire en or. Et en fait, derrière cette quête, derrière cette improbable quête alchimique, les alchimistes dissimulaient une quête métamorphique d'un autre ordre, en fait, une quête spirituelle. Et en fait, quand on lit les grimoires des alchimistes, derrière cette apparente recette pleine de symboles, pleine d'images magiques qui raconteraient les transformations de la matière, de la boue à l'or ou du plomb vers l'or, il faudrait lire les étapes de transformation d'une âme. Et donc la boue étant la jeune âme pleine de passion, pleine de scories, etc. Et puis l'or étant les décantations de la matière, les synthèses, les dissolutions, etc. étant les aléas d'une transformation spirituelle. Et puis l'or, il ne fallait pas lire l'or vulgaire, l'or métallique, mais la noble perfection d'une âme. Et en fait, Thomas Mann, qui était fasciné par le personnage d'Hermès, découvre cet autre Hermès, l'Hermès Trismégiste, celui de l'alchimie. Évidemment, l'alchimie, tout ce qui relève du magique, ça enchante un écrivain. Et il se saisit de cet arsenal d'images et de métaphores, et il s'en sert en fait de cet arsenal d'images et de métaphores, de cette quête spirituelle, pour comme ça soutenir métaphoriquement les transformations spirituelles de son premier personnage, Hans Castorp, qui est le héros de la montagne magique. Donc. Et après, en fait, ce dont on se rend compte quand on lit l'œuvre, en ayant en ayant présente à l'esprit cette idée que l'alchimie l'intéresse, eh bien, ce dont on se rend compte, c'est qu'il a faufilé tous ses romans jusqu'au dernier, avec cette métaphore hermétique donc de l'alchimie de cet autre Hermès, pour accompagner les parcours spirituels de chacun de ses héros. Et par exemple, pour vous redire un mot de Joseph dont on parlait tout à l'heure, le chapitre qui raconte la consécration de Joseph, le moment où il a réussi à interpréter les rêves de Pharaon et où Pharaon fait de lui le grand vizir d'Égypte, eh bien ce chapitre-là, Thomas Mann l'a intitulé Die Vergoldung, ce qui veut dire en allemand l'orification, la transformation en or. Lorsque vous parliez des deux Hermès, Hélène Vuillet, de l'Hermès hellénique d'origine, si l'on peut dire, puis de l'Hermès alexandrin, l'Hermès le trois fois grand, le Trismégiste, vous avez bien dit que l'Hermès grec était aussi psychopompe. Alors, d'une part, c'est le côté sombre en même temps. Oui. Ça peut être aussi bien le côté lumineux, c'est-à-dire c'est celui qui guide les âmes, d'une certaine manière. Et on a l'impression que l'Hermès Trismégiste est quand même en partie l'héritier de cet Hermès psychopompe. Vous avez raison, c'est sans doute ce qui a favorisé l'espèce de mélange qu'il y a eu entre ces deux figures. Effectivement, Hermès Mercure, c'est celui qui conduit les âmes en enfer, donc le guide des âmes. Donc là, on est tout à fait dans de l'initiatique, dans du spirituel. Et quand on pense aux traditions initiatiques, quelles qu'elles soient, n'importe quel éveil est précédé de ce qu'on appelle une mort symbolique. Donc tous ces thèmes sont vraiment liés. Et comment on y passe ? En fait, je pense que ce qui fait que l'on passe de l'Hermès hellénique qui est certes psychopompe, à l'Hermès trismégiste, c'est ce que j'appellerais en termes pompeux la coïncidence onomastique, c'est-à-dire le fait qu'ils ont le même nom. Je pense que c'est ça qui favorise ce passage. Maintenant, il est vrai que ce passage qui a été facilité par l'identité des noms est renforcé par le fait qu'effectivement, puisque l'alchimie
se veut une initiation, un mystère, une initiation. Eh bien, effectivement, les ingrédients du thème hellénique d'Hermès a favorisé le renforcement de l'intrication de ces deux personnages. D'après tout ce que l'on sait, l'Hermès trismégiste, l'Hermès d'Alexandrie, en réalité, je dirais, la rencontre du dieu Hermès grec et en même temps du dieu Thoth égyptien. Et est-ce que Thomas Mann en était conscient ou est-ce qu'il joue bien sur l'ensemble des facettes, si l'on peut dire? C'est-à-dire que la facétie peut amener à la plus grande des sagesses. Oui, absolument. Vous avez tout à fait raison. Il connaissait toutes ces facettes. Et effectivement, il se sert des deux personnages dans ses romans. Alors, à nouveau, là aussi, donc le dieu Hermès des Grecs a été confondu avec le dieu Thoth de la mythologie égyptienne, justement parce qu'ils exerçaient tous deux ils avaient tous deux des attributions tout à fait similaires dans l'une et l'autre des mythologies. Pour dire un mot de Thoth, comme Hermès, le domaine de la parole, puisque Hermès est le messager des dieux, donc c'est un dieu éloquent, celui qui porte les messages et qui les tourne bien, Thoth a la même chose, c'est-à-dire c'est le dieu du verbe. C'est le dieu qui, on pourrait dire au début était le verbe et le verbe était Thoth. Thoth crée le monde en parlant. Et puis c'est Thoth aussi, le premier scribe, qui écrit et qui enregistre par écrit l'ordre du monde de façon à garantir la pérennité de cet ordre-là. Donc ça, c'est déjà un premier point qui rapproche Thoth et Hermès. Thoth est comme le verbe est potentiellement curatif, eh bien, Thoth est aussi le dieu de la médecine. Thoth est aussi le premier vizir de Ra, ou de Ré, selon la prononciation qu'on choisit. Et en cela, il est, il est un messager du dieu des dieux. Et Thoth est aussi celui qui conduit les âmes en enfer. Alors, il les conduit et c'est lui aussi qui enregistre, évidemment, toujours ce dieu de l'écriture, qui enregistre le résultat. On dit de la psychostasie, c'est-à-dire de la pesée des âmes. Il serait faux, à mon idée, de dire psychostasie pour la mythologie égyptienne, puisque c'est le cœur qu'on pèse dans la mythologie égyptienne. Et c'est lui qui enregistre la pesée du cœur et qui transforme le trépassé en un Osiris. Donc effectivement, il y a différents... ces deux figures se confondent, ou on a confondu ces deux figures à cause de la parenté de leur fonction. Et Thomas Mann était tout à fait au courant de cette parenté, puisqu'il était vraiment nourri de mythologie et en lien aussi avec des mythologues, avec Karl Kerényi, qui était un des collaborateurs de Jung. Et par exemple, pour reprendre encore cet exemple de Joseph, eh bien, ce roman dans lequel d'ailleurs Thomas Mann dit qu'il fait une instrumentation pleine et exhaustive du thème d'Hermès, et bien dans cette instrumentation pleine et exhaustive, il emprunte effectivement des choses qui sont directement des choses de l'hermésisme, donc d'Hermès Mercure ou de l'hermétisme, d'Hermès Trismégisme, mais aussi énormément de choses qui sont empruntées au thème de Thoth. Comme par exemple aussi le symbolisme de la lune, puisqu'on disait que Thoth, le scénario lunaire faisait partie du thème de Thoth.
Est-ce que Thomas Mann n'est pas l'héritier d'une certaine littérature du XVIIIe siècle? Je veux dire qu'un ésotérisme égyptien, il suffit de penser à certains opéras de Mozart, dans lequel on le trouve évidemment, et comme si, et je dirais que je me pose la question, je n'en sais rien, mais s'il n'y a pas chez Goethe quelque chose qui est de l'ordre clairement de la préoccupation alchimique. Est-ce que Thomas Mann n'est pas aussi l'héritier de tout cela? Oui, alors bon, là on touche à un complexe qui est une des questions tout à fait importantes, au moins pour la première moitié du XXe siècle. Beaucoup de grands écrivains allemands ont voulu être de nouveaux Goethe, en quelque sorte. Hein. Il y en a au moins deux qu'on puisse dire, c'est Hofmannsthal en Autriche et Thomas Mann en Allemagne. Ça, c'est un point qui est une donnée fondamentale, c'est-à-dire retrouver, garder le contact avec ce qui avait été, au fond, le sommet de l'Allemagne culturelle et littéraire, philosophique et musicale, puisqu'il faut quand même dire que, en gros, de 1760 à 1830, l'Allemagne domine toutes les autres cultures, n'est-ce pas? On l'oublie trop en France. Hein. On a autre chose à offrir, bien entendu. On n'est pas là aux Jeux Olympiques, mais il y a tout de même cette idée-là. Donc, c'est retrouver un âge d'or. Et pourquoi? Dans un contexte complètement différent. C'est ça qui est important. C'est-à-dire retrouver des outils dans un contexte qui est un contexte déstabilisé, culturellement divisé et déchiré, pour redonner à la culture allemande une unité, une hauteur et une profondeur. Ben voilà un mot qu'on aime beaucoup en allemand, mais enfin une profondeur. Et il est évident que l'hermétisme a servi à cela. Pour Goethe, naturellement. Mais il ne faut pas oublier une chose aussi. Hein. Là, j'y tiens beaucoup. Il ne faut pas voir uniquement la présence de savoir intégré à la littérature comme des éléments, comme du petit caillou, du petit poussé, hein, il n'y aurait qu'à suivre et on trouverait une route. Ce sont aussi des moyens d'écrire autrement, c'est-à-dire de renouveler l'écriture, que ce soit celle de l'opéra, que ce soit celle du roman, et ici naturellement cette énorme tétralogie, qui est quand même formée, tétralogie, sur le modèle et contre le modèle wagnérien, n'est-ce pas? C'est quand même une tétralogie. Hein. C'est pas une forme qui tombe du ciel comme ça. Hein. Oui, mais alors précisément, lorsque vous évoquez Wagner, Jean-Marie Valentin, on ne peut pas s'empêcher de se dire que, je dirais, il y a quand même chez Wagner tout un retour au mythe, et une revisitation des mythes, et on a l'impression que justement Thomas Mann revisite les mythes d'une manière très radicalement différente de celle de Wagner. Ah oui, alors ça c'est, à mon avis, tout à fait central. Bon, tout le monde sait bien que l'opposition Wagner-Verdi, hein, c'est au fond, bon, Verdi c'est l'histoire, hein, et Wagner construit contre ça, après avoir lui-même écrit des opéras historiques, hein, ou pas historiques, il va construire cette idée du mythe. Et je me garderai bien d'établir des liaisons, parce que c'est toujours un jeu très dangereux que de faire cela, entre la conception wagnérienne et la conception nazie, mais il reste que cette idée d'aller vers un mythe qui transcende l'histoire, n'est-ce pas? L'idée de Wagner, c'est d'avoir quelque chose qui soit transhistorique, hein, de créer une œuvre totale, durable, qui va même remplacer la religion avec Parsifal, etc. Donc, cette idée-là n'est pas celle de Thomas Mann, justement. Car Thomas Mann marque un retour à l'histoire à travers le mythe. Il ne faut pas oublier le début du roman. C'est un incipit des plus extraordinaires de la littérature. Je donne en allemand et je traduis. Tief ist der Brunnen der Vergangenheit. Profond est le puits du passé. Il n'y a pas beaucoup de mots, mais ça c'est le départ. Hein. C'est-à-dire, il faut garder la profondeur du champ historique. Hein. Il faut retourner à cette profondeur du champ historique, puiser dans ce puits, donc tant pis pour la redondance, car le passé est dans le présent. Hein. Ce que, évidemment, Wagner ne fait pas, et ce que font encore moins les révolutionnaires du XXe siècle. Vous avez fait allusion à ce savant hongrois qui était Kerény, Hélène Vuillet. Or, on sait que Karl Kerény a particulièrement travaillé sur la figure d'Hermès, puisqu'il a même écrit un livre sur Hermès. Mm-hmm. Est-ce que Thomas Mann était au courant? Il était, je dirais, en échange assez constant avec lui pour être tenu au courant, si l'on peut dire, de ses découvertes successives.
Tout à fait. Donc il était quand j'ai travaillé aux archives Thomas Mann qui sont à Zurich, on voit que sa bibliothèque est pleine de textes de Kérény. Donc il était tout à fait au courant des travaux de Kérény sur Hermès ou sur le thème de l'enfant divin, puisque Hermès est l'enfant et on appelle aussi Hermès l'enfant divin. Et oui, et en fait, les deux hommes étaient en correspondance et Kérény venait alimenter, la citerne mythologique de Thomas Mann au cours de leur échange épistolaire. Et c'est là que j'aimerais vous lire un texte, si vous me permettez. Un texte qui s'appelle... c'est en fait un texte posthume de Karl Kérény qui s'appelle Thomas Mann der Alchemist, donc Thomas Mann l'alchimiste. Et c'est un texte posthume que Kérény écrit pour raconter cet échange justement qu'il y avait entre eux. Et je trouve ce texte très très beau parce qu'il fait comprendre tout le thème d'Hermès chez Thomas Mann. La formule avec laquelle je m'adressais à lui, à Thomas Mann, Doctor Hermeticus, dans la lettre que je lui envoyais pour son anniversaire l'année suivante, faisait déjà allusion à ce conte qu'était notre relation. Elle était proche du titre que je voudrais lui donner aujourd'hui, en souvenir du jeu qui s'était instauré entre nous, celui d'alchimiste et de faiseur d'or. J'eus bientôt le bonheur d'admirer son art avec le sourire du complice. Je dis admirer, car cet art produisait véritablement de l'or. Et je dis avec le sourire du complice, car j'entrepris bientôt de le fournir en matière pour sa cornue. Mais le sourire était réciproque, et le sien trahissait la conscience toujours plus aiguë et plus malicieuse qu'il avait de l'acte alchimique qui s'accomplissait en secret, mais qu'il était enclin, en chrétien, à considérer comme du pur charlatanisme, contrairement à moi qui apprenais à observer un processus merveilleux qui s'apparentait d'une part à la formation des mythèmes, d'autre part à la composition musicale. À l'intérieur de la cornue s'accomplissait le processus de transformation de la matière en une musique bien à lui, une transformation à l'issue de laquelle ne subsiste, selon les alchimistes, plus rien de la matière de départ. La matière s'était dissoute, le maître l'avait oubliée. Pendant le temps où il s'en souvenait encore, s'il nous arrivait justement de nous rencontrer, il disait d'une voix grave et avec un sourire entendu : « Cela s'est produit à nouveau. Attendons maintenant que les philologues le découvrent. » Alors, ce qui peut sembler un peu étonnant à un néophyte, Jean-Marie Valentin, c'est de voir Thomas Mann se retourner, je dirais, vers le passé d'Israël, de cette manière, et à travers cette tétralogie, de voir quand même comment il s'intéresse à la figure d'un patriarche de ceux qui l'entourent, c'est-à-dire Joseph. Eh bien, je crois que c'est vraiment dans le contexte de l'Allemagne intellectuelle et de cette orientation du national-socialisme vers l'exaltation de mythes germaniques, largement fumeux, réinterprétés par Rosenberg et dans la propagande par Goebbels, n'est-ce pas, comme une espèce d'exaltation de l'homme blond, allemand, germanique, etc., de la pureté de la race, c'est-à-dire le détournement des mythes. Donc tout son effort qu'il entreprend, soit en retournant à la Bible, soit en retournant à la psychologie des profondeurs, c'est une tentative vraiment pour reprendre en main cette question des mythes, c'est-à-dire reconstruire un passé, une histoire culturelle de l'Occident, n'est-ce pas, et non pas cette invention largement controversée et controversable, si j'ose dire, n'est-ce pas, du national-socialisme, qui s'appuie d'ailleurs sur certains écrits de la fin du XIXe siècle. Bon, tout ça, nous le savons. Alors pourquoi la Bible ? C'est la question la plus importante. D'abord, c'est le récit de la Genèse. Donc, ce qui compte ici, c'est la question des origines, du début. Et la formule allemande qu'on utilise, du retour à l'origine, zurück zum Anfang, est une formule qu'il utilise lui-même et qu'on a beaucoup réutilisée. C'est-à-dire, c'est vraiment en son sens philosophique, d'un début, d'une culture, d'une histoire d'une culture. Ça, c'est le premier point, je dirais. Le deuxième point, la Genèse, parce que la Genèse offre un récit. Vous savez que dans la Genèse, il y a un récit de la création, mais aussi un petit roman à l'intérieur.
C'est un roman, hein. C'est l'histoire de Joseph et de ses frères, hein. Joseph qui va, on ne va pas raconter l'histoire, mais dont on va nous faire défiler les différentes étapes depuis l'enfance, l'adolescence, le départ en Égypte et son ascension en Égypte, où il devient donc le vice-roi, hein, d'Égypte, puis son mariage. Donc il y a tout l'accomplissement d'une vie et sa descendance aussi, hein. Donc il s'inscrit dans une histoire d'Israël qui est une histoire d'Israël hors d'Israël, hein, et qui pose le problème donc, du xénos, hein, c'est-à-dire de l'étranger. Alors, Hélène Villene, nous avons fait appel à l'hermétisme d'une part, à l'Hermès Trismégis, au Corpus Hermeticum, et à l'alchimie de l'autre. Et je sais que beaucoup de gens auraient du mal à voir quelles sont les relations entre les deux. Or, si je me rappelle bien, les travaux du père Festugière qui montrent que l'Alexandrie du début de l'ère chrétienne, je veux dire, il se rencontre ce qui va devenir l'alchimie, il se rencontre l'hermétisme, il se rencontre le néoplatonisme, c'est-à-dire tout un certain nombre de courants qui s'interpénètrent les uns les autres. Et c'est la question qu'on se pose, est-ce que là aussi, Thomas Mann voyait l'ampleur du phénomène? Je crois qu'il voyait l'ampleur du phénomène. Alors, il ne le connaissait pas probablement avec la précision d'un historien. Mais il voyait tout à fait l'ampleur du phénomène. Et d'ailleurs, ce phénomène l'intéressait énormément. C'est-à-dire ce syncrétisme, ce fait qu'effectivement, dans des cultures étrangères, se retrouvent des mythes qui sont tout à fait identiques et qui, donc, voilà, vont pouvoir se mêler. Et ça l'intéresse tout à fait parce que, par exemple, pour le Joseph, il se met à l'écrire Bon, il commence à l'écrire assez tôt, mais disons que Joseph paraît en 1933, et 1933 est commencé le moment où Hitler arrive au pouvoir. Et en fait, pour cet intellectuel humaniste, aller chercher dans cette richesse des patrimoines mythiques extrêmement divers, la preuve que, quelles que soient les cultures, quelles que soient les terres, les cultures, les pays, les nations, on retrouve des mythes, où on retrouve des figures, où on retrouve des symboles, où on retrouve des archétypes semblables. Pour lui, c'était passionnant parce qu'il y voyait là ce qu'il appelle l'universalité du genre humain. Et si vous voulez, le mythe pour Thomas Mann, se rendre compte de ce syncrétisme des mythes, de cette identité des mythes par-delà les frontières nationales, c'était passionnant parce qu'il voyait dans le mythe la possibilité de rapprocher l'humain. Là où les nazis, avec leur usage des mythes, le recours à la mythologie nordique, cette espèce de... on sait que les nazis alimentaient leur idéologie justement à la source mythique pour essayer d'étayer une glorification nationale de la race allemande. Eh bien, Thomas Mann fait un contre-usage des mythes. Il va chercher les mythes non pas pour séparer le genre humain, non pas pour faire la glorification d'une culture, d'une nation, mais pour démontrer l'universalité de l'esprit humain. Alors, il y a quelque chose de particulièrement intéressant, Hélène Vuillet, c'est que, s'intéressant à Joseph et ses frères, il vient vers un élément judaïque, qui était extrêmement fort à Alexandrie, puisqu'on sait que la Septante a quand même été traduite à Alexandrie, le Siracide a été écrit à Alexandrie, mais évidemment, nous avons du mal à dire quelle est la liaison entre le judaïsme d'un côté et l'alchimie de l'autre. En oubliant que dans la tradition alchimique, le premier grand œuvre alchimique est attribué à Marie la prophétesse, c'est-à-dire à la sœur de Moïse. Et là aussi, donc, on se dit, est-ce que Thomas Mann joue, je dirais, consciemment avec ces différents éléments? Je pense qu'il y a deux aspects, c'est-à-dire je pense qu'il le fait pour une partie inconsciemment et pour une partie ensuite volontairement. Par exemple, la décision d'aller chercher cette matière judaïque de l'histoire de Joseph, la décision vient tôt, elle vient, je crois que les premières recherches sont dans les années
peut-être 25, 26. Donc au départ, c'était plutôt un goût personnel, hein, une tentation personnelle. Il y avait une matière là qui intéressait l'écrivain. Et ensuite, bien évidemment, arrivent les éléments historiques dont on a parlé. Et tout d'un coup, a posteriori, ça lui semble tout à fait intéressant d'être justement dans ce travail d'une matière biblique. Hein. Justement, pour utiliser ce mot de Nietzsche, justement parce que c'était complètement inactuel d'aller chercher pour un Allemand une matière judaïque pour démontrer l'universalité de l'esprit humain, et bien justement parce que ça semblait inactuel, c'était parfaitement actuel à ses yeux. Et vous avez raison d'utiliser le mot « jeu », parce que Thomas Mann joue tout le temps. C'est-à-dire, ce fond judaïque, il emprunte à la Kabbale, il emprunte à la gnose, il emprunte à l'alchimie, etc. Ces fonds qu'il va chercher, dont il a une impression à la fois précise et quand même un peu vague des parentés qu'elles ont, il va les chercher parce que ça va participer du jeu littéraire et que surtout ça va lui permettre de densifier l'œuvre. Hein. C'est-à-dire que ça permet de mettre à l'intérieur de l'œuvre, ça permet d'accroître en fait la qualité esthétique en la dotant de toute cette profondeur empruntée à ces diverses traditions. Est-ce que la création littéraire pour Thomas Mann ne relève pas d'un jeu beaucoup plus vaste peut-être? Et alors là, je vais reprendre la formule des alchimistes, ce qu'ils appelaient un lusus serius, c'est-à-dire un jeu sérieux. C'est une question toujours très difficile à trancher pour Thomas Mann, parce que après autant d'années de travail sur lui, j'avoue que je ne sais toujours pas quoi en penser. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une partie chez lui fascinée par la philosophie, par la psychanalyse, par la mythologie, par les mystères, etc. Par une espèce, je pense, ça serait difficile de parler à sa place, mais je pense qu'il y avait chez lui quand même une idée d'avoir part à une sagesse supérieure, d'avoir accès, hein, ne serait-ce que celle des philosophes. Voilà. Et il y a quelque chose qui le fascinait là, dans cette possibilité de comprendre un peu plus du monde, de percevoir la riche capillarité qu'il existait entre le microcosme et le macrocosme, enfin d'avoir une idée des correspondances un peu invisibles qui régissent le monde. Donc je crois que là, il y avait quelque chose qui l'intéressait sérieusement et sur quoi il lisait beaucoup. Et voilà, ce serait pour le côté sérieux. Cela dit, il se voyait aussi comme un Hochstapler, pour utiliser ce mot allemand, c'est-à-dire un chevalier d'industrie, un imposteur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas philosophe, qui n'est pas mythologue, qui n'est pas historien, qui n'est pas alchimiste. Et donc il garde une espèce de distance toujours ironique par rapport à cela. Et il y a toujours ces deux pans. Et je crois d'ailleurs que ce qui l'aide à faire la synthèse entre ces deux pans, c'est l'ironie. C'est-à-dire, l'ironie, pour lui, c'est un ingrédient, c'est l'intermédiaire. C'est comme Hermès, c'est l'intermédiaire. L'ironie, c'est ce qui permet en même temps de garder, enfin de faire état d'une chose, mais en même temps d'avoir une distance critique. Donc ça sauve, ça accueille, et en même temps ça garde une distance. Et en fait, Thomas Mann, vous avez raison, était de façon sempiternelle dans ce jeu sérieux. Alors y avait-il plus de jeu, plus de sérieux? Ça, je n'arrive pas à trancher.
cette évolution de Thomas Mann, parce que ces œuvres de la fin sont quand même très différentes de celles du début. Est-ce qu'on peut la comprendre si on la détache, je dirais, d'une certaine tradition, d'une certaine histoire de la littérature allemande ou de la philosophie allemande? Je veux dire par là que le recours à ce qui est des forces et des profondeurs, que ce soit de l'ordre du mythe, que ce soit de l'ordre de l'inconscient, parce que c'est quand même cela qui se joue, est-ce que cela est compréhensible si on ne tient pas compte de ce qu'avait amené quelqu'un comme Novalis, puisque c'est lui qui invente quasiment le thème d'inconscient, des œuvres comme celle de Schubert sur la symbolique des rêves, ou de gens comme Van Hartmann ou Carousse? La tradition romantique, elle est partout, parce qu'elle s'est intégrée très vite, dès le début du XIXe siècle, dans toute la pensée allemande. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y ait des gens qui soient vraiment anti-romantiques. C'est devenu, je dirais, la première référence, et j'évoquais tout à l'heure le surréalisme. En France, il est évident qu'on ne peut pas comprendre Breton sans ce lien, n'est-ce pas, avec Novalis et tous les chercheurs de profondeur qu'il y a eu, y compris naturellement dans la philosophie, n'est-ce pas, c'est-à-dire, par exemple, chez Nietzsche, il y a quand même toute une utilisation de la psychologie contre, dans la critique par exemple du socialisme ou dans la critique de Hegel, etc. Or, Nietzsche est une des lectures fondamentales de Thomas Mann, la fameuse grande triade, n'est-ce pas, il dit Drei Gestirn, comme s'il y avait trois étoiles qui sont Wagner, qui sont Schopenhauer et qui sont Nietzsche. Et eux-mêmes ont naturellement charrié aussi. Après tout, on peut dire que Wagner, si vous prenez Tristan d'Isolde, est-ce que c'est pas l'exaltation romantique dans l'opéra la plus forte qu'on puisse trouver, n'est-ce pas, l'inversion jour-nuit, etc. Tout ça est dans Novalis, c'est dans les hymnes à la nuit, c'est évident.